Bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e épisode des Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Alors déjà, je tenais à prendre quelques instants pour vous remercier énormément, parce que alors déjà c'est le 4e épisode, on le dira jamais assez, on est encore vivant, on continue, on nous permet de le faire. Et surtout, on avait sorti la dernière fois un épisode spécial qui était un peu plus long. Il faut aimer le format 1h30, mais globalement, on a eu de bons retours. Et qui a fait un peu plus de 5000 vues. C'est une première pour nous, on ne pensait pas en avoir autant. Donc, on peut se dire bravo. Voilà, autosatisfaction, permettons-nous ça aussi. En tout cas, merci. Merci, vous avez été nombreux. On a énormément augmenté aussi le nombre d'abonnés sur la chaîne Expert Time, donc on vous en remercie. Aujourd'hui, épisode un peu plus classique, donc petit programme comme il se doit. Et d'ailleurs, je l'ai fait à l'ancienne. On parle de News Tech, mais j'ai pris des notes aujourd'hui. J'ai redécouvert ce qu'était un stylo. Pas facile. Autant dire que les dernières fois, je l'ai même imprimé, le programme. C'est dur. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi au programme de ce 4e épisode. On va voir avec Kevin pourquoi Apple va s'imposer en visionnaire. Facile, hein, comme pas jeu de mots. Pas mal jeu de mots. Je sais que tu es totalement fan des jeux de mots. C'est mon niveau. Mais beaucoup de choses à dire néanmoins sur ce sujet-là. Deuxième sujet, Gaël, tu vas nous éclairer et nous dire pourquoi Microsoft Stream d'ailleurs, vive l'accent anglais, cesse de couler. Cesse dans quel sens? Et je sais que... Ne cesse ou cesse? Je vais pas aussi loin sur les jeux de mots. Ok, pardon. Et faut qu'on arrête de tourner le vendredi soir. Et dernièrement, Benjamin, parce que t'es chaud, tu vas nous expliquer pourquoi Power BI sort sa nouvelle carte. Ouais, sa petite carte 1, 2, 3. Qui fait J'appelle comme ça. énormément plaisir. Ok, ouais, tu dis Ne nous en Ouais, dites pas trop. Et enfin, donc le gros sujet du jour, il y a débat. On va parler du vaisseau Enterprise. Pour ceux qui ont la référence, en tout cas, pourquoi le vaisseau Enterprise Search va être le nouveau débat des DSI. Et on va rester flou volontairement, mais ça va être le gros débat du jour. Pour démarrer, Kevin, c'est souvent toi. Alors, on est toujours un peu à contre-courant. On se dit chaîne Microsoft et on démarre toujours par quelque première chose news qui n'a rien à voir avec avec l'écosystème Microsoft. Et c'est ça que j'aime. Donc, pourquoi Apple s'impose en tant que visionnaire? En fait, ce qui est intéressant, parce que finalement, même si... On parle de quoi déjà? Alors, on parle justement, Apple bien vu, Apple dans sa dernière édition de la WWDC, donc c'est leur grande messe, un peu comme la build de Microsoft, en fait, au final, ils annoncent tous leurs produits software et certaines fois hardware. Depuis ces dernières années, c'était plutôt le software, donc autour de macOS, iOS, iPadOS. Et donc là, ça fait 5-6 ans qu'était teasé un casque de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Donc ça fait 5-6 ans qu'il y avait une déception, en fait... des technophiles en se disant quand est-ce qu'ils vont se mettre sur le marché, surtout que c'est un running gag, on en c'est parle ça. en disant un jour il y aura un jour casque d'Apple. Et ils diront que c'est ça une révolution, sachant que Meta en fait était déjà sur le marché depuis un certain temps. Microsoft avait essayé avec le HoloLens et ça a pas vraiment ça commençait à tomber limite. c'est ça tombait à tomber. On avait un peu chargé Meta la dernière fois qui lâchait un petit peu. Tout ce qui est casque comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu moins En fait, trendy que ça a pu l'être. C'est un peu de finalement c'était un peu de niche et t'as le Meta qui finalement se détourne du métaverse pour se concentrer sur l'intelligence artificielle. On avait vu ça la dernière fois. Sony qui cartonne mais dans le milieu du jeu vidéo. T'as l'Oculus, enfin voilà. Et Microsoft qui a essayé la réalité augmentée avec son HoloLens, mais voilà, pas d'écosystème derrière, pas de réelle adoption. Donc finalement, le sujet était un peu tombé. Et là, Apple qui annonce à la WWDC son premier casque de réalité virtuelle, qu'ils appellent Apple Vision Pro. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, ils continuent un peu leur stratégie d'intégration verticale. Donc ils font leur propre hardware, leur propre software, et ils sont en train de créer vraiment tout un écosystème derrière. Alors, quand on voit le tarif, c'est vrai que ça fait bondir, on se dit, $3500. Première info. On est bien dans du Apple. Et voilà, et c'est pas loin d'être le prix de nos et c'est scooters. tout. Et en fait, c'est toujours ça, en fait, au final, qui sort dans les news Apple, c'est d'abord le tarif, sans vraiment creuser, en fait, sur ce qu'il y a derrière. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que déjà, le produit sortira pas avant 2024. Et ce qu'on a pu constater sur les nouveautés d'Apple à chaque fois, ça a été le cas sur l'iPhone, sur l'iPad, ils n'ont jamais été, on va dire, les premiers. Par exemple, l'iPhone, ils n'ont pas été les premiers à sortir le smartphone. Ils sont arrivés vachement en retard par rapport à Motorola, même Microsoft, avec les Windows mobiles à l'époque. Mais par contre, derrière, ils construisent un vrai écosystème. Et derrière, qui fonctionne bien. Un écosystème qui fonctionne bien. Et ils prennent le temps en fait, de construire vraiment l'écosystème et engager les développeurs en fait, à créer une vraie plateforme. C'est le cas avec l'iPhone, première version très fermée. Ils ont mis les bases. Deuxième version, Apple Store. Et on sait aujourd'hui le modèle économique qu'il y a derrière
applications mobiles, ils l'ont créé de pièces, toutes pièces. Pareil pour l'iPad. Aujourd'hui, tu as tout un tas de tablettes. À l'époque, quand c'était sorti, on se moquait, on disait que c'était un gros iPod, parce que tu n'as rien à part des photos et l'iPod, l'application iPod dedans. Et aujourd'hui, malgré l'ensemble des tablettes tactiles qu'il y a, ils sont leaders sur le marché, ils ont un écosystème d'applications tablettes qui est plus quali, c'est plus quali, voilà. Et là, en fait, ce que je vois sur la partie quand même Apple Vision Pro, c'est que non seulement au niveau du hardware, ils sont très loin. C'est qu'au niveau du tarif, vu les écrans qu'ils mettent à l'intérieur, il n'y a pas ça sur le marché, en fait. Donc c'est avancé. C'est avancé, tu as l'équivalent d'un écran 4K par œil. C'est juste ultra impressionnant. Donc déjà, sur un point de vue hardware, c'est très bien. Ce qui n'est pas surprenant de leur part. Ce qui n'est pas surprenant de leur part. part. Au moins ça. Ils vont sur un terrain de niche en termes de tarifs, mais par contre, ils n'ont pas de limite, entre guillemets, sur le hardware qu'ils peuvent mettre dedans, parce que de toute façon, ils savent qu'il va coûter cher le produit. Ouais, bien sûr. Et derrière, ils ont annoncé l'écosystème, en fait, un nouvel OS qui s'appelle Vision OS, où là-dedans, en fait, tu as une interface et un SDK vraiment dédié pour la... Alors, ils l'appellent ni réalité virtuelle ni réalité augmentée, exprès, ils l'ont... Invente un nouveau mot. Alors, en tout cas, ils ont dit Vision OS. Donc, non seulement, il y a tout un SDK derrière avec les applications, ils ont déjà porté leur application maison, ça, ce qui est assez intéressant. Et en plus de ça, ils se laissent jusqu'à 2024 pour le lancement, pour un peu onboarder tous les développeurs et recréer un écosystème derrière. Avec déjà des gros partenariats annoncés. Avec des gros partenariats annoncés, Disney, Netflix, en fait tous les médias entertainment, National Geographic. Alors c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris aussi, j'ai l'impression, un virage média tout de suite. C'est-à-dire que par rapport... c'est pas le virage jeu vidéo... par rapport à d'autres castes sur le marché où on était à fond dans l'immersif et tout, là, tu as l'impression que c'est un peu ton nouvel écran demain. Et dans ce qu'on voit, c'est je serai dans mon salon et au lieu d'avoir une télé, je verrai la télé à travers mon casque comme si j'étais devant une télé dans mon salon. C'est un peu ce qu'ils pitchent en fait, parce que du coup, quand au niveau des tarifs, je fais la partie tarif, quand ça avait fait bondir, ils disent oui, mais en fait, finalement, quand tu achètes l'équivalent d'un écran 80 pouces plus une barre de son, etc., t'en as pour plus de 5 000 $. Sauf que tu le partages avec d'autres personnes. Je pense que c'est pas le bon argument qu'ils ont trouvé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais par contre, derrière, c'est que ça reste un produit de niche, comme le son l'indique. Par contre, à mon avis, ça va être la plateforme, comme Microsoft a voulu le faire avec l'HoloLens à l'époque, de créer un matériel qui n'a pas de limite technique, on va dire, pour le moment, et créer des applications à gogo, et ensuite redescendre ça sur du hardware beaucoup plus accessible pour le grand public. Je pense que c'est ça. Et d'après les premiers tests de journalistes qui ont pu tester, ils disent que le tracking des yeux, parce que tu sélectionnes ton interface avec tes yeux et tu sélectionnes avec tes mains, peu importe où tu es, en fait, tu fais juste même au niveau de ta taille. Rien dans les mains, par contre. Rien dans les mains. Et c'est impressionnant apparemment parce que non seulement ils ont intégré leur puce qu'ils ont fait là depuis 2-3 ans sur leur ordinateur, mais ils ont développé carrément une puce, ça c'est du Apple, dédiée pour traiter toutes les informations de caméra et de capteurs. Il y a une puce qui fait juste ça. Et c'est plusieurs dizaines de milliards d'opérations par seconde. Donc je trouve que c'est vachement intéressant. Moi j'ai vu, il y avait un câble. Alors le câble en fait il est relié à la batterie. Ça, c'est les limites aujourd'hui, puisque aujourd'hui, un casque de réalité virtuelle, ce qui pèse, en fait, c'est la batterie qu'il y a derrière. Ouais, c'est pour ça que dans les trucs, on les a des fois en sac à dos, tu sais, jouer dans des trucs de jeux vidéo. Et là, c'est un câble qui est connecté à une batterie. À une batterie, et du coup, la batterie que tu peux relier sur secteur, et on imagine tout de suite des accessoires où tu peux avoir des batteries plus importantes. Un petit t-shirt sac à dos batterie. Et je pars streamer. Mais ça sert à rien de bouger, en fait. Mais voilà, mais je trouve que le produit est intéressant sur ça, et quand je vois le track record d'Apple où l'iPhone, ils n'étaient pas les premiers, mais aujourd'hui, ils ont l'écosystème le plus fourni et quali sur le portail mobile. Pareil pour l'iPad. L'Apple Watch, même chose, il a fallu 3 itérations pour qu'aujourd'hui il soit leader dans la smartwatch sur le marché, alors que c'était pas les premiers. Donc moi je vois un peu le Vision Pro comme ça. Ça sera juste un truc de niche parce que l'investissement de base, il est comme... L'iPhone est hors de prix, niche. Il est pas... Oui, mais il est hors de prix, mais par rapport à ça, il est pas hors de prix. Il est quand même à 3 fois moins cher. Ouais, mais non, tout à fait. Ça, on est c'est 1000 €, tu vois. Là, c'est quand même 3005. Oui, mais quand ils sont arrivés, ils étaient à 1000 €. Les autres portables n'étaient pas à 1000 €. Et les gens achetaient quand même déjà à ce prix-là. En fait, ils vont niveler vers le bas. En fait, c'est un peu la stratégie Tesla. Tu sais, ils appellent ça la stratégie sexy, Tesla. C'est qu'en fait, ils ont commencé par le modèle ultra inaccessible, le Roadster, plus de 100 000, et en fait, tu nivelles vers le bas. Parce qu'en fait, tu innoves et du coup, tu amortis tes innovations sur les modèles les plus coûteux. Donc, tu vas pas faire de la vente de masse. Mais par contre, tu rentabilises ton panier haut, du coup. Donc ça te fait ton produit de luxe, en fait. Ton produit de marque, c'est un peu... Voilà, ça te fait une belle image. Et ensuite, tu nivelles vers le bas. Et je pense que... Après, on verra l'année prochaine. Hein. Mais je pense que le Vision Pro, c'est ça. Moi, personnellement, peut-être pas 3000. 3000, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Avec peut-être une augmentation. Mais Disney... C'est pour regarder Netflix. Comment être coupe l'herbe sous le pied. mais Disney ou Netflix, comme ça, en Paris, je pense que... en expérience télé.
En expérience télé, je pense que ça sera, on va dire, c'est l'opportunité qu'ils auront pour rayonner, on va dire, au sein du grand public. Parce que si on parle de jeux vidéo, Ouais, on c'est fait pas tous des jeux, voilà, alors qu'on c'est regarde pas. plus ou moins tous un peu la télé, ou des séries. Exactement. Je pense que tout le monde est mené à regarder la télé à un moment donné. Après, la question est justement quelle est ta culture vis-à-vis de, en fait, de tes écrans, qui va inciter plus ou moins en fait les personnes à. Ce qui est impressionnant, en tout cas, ils l'ont poussé sur 3 axes. Donc les médias, comme tu l'as dit, c'est celui qui a pris le plus de place dans quand même la présentation. Il y a la partie jeux vidéo, je pense, et la partie productivité. Vu qu'ils ont un écosystème vraiment qui est super chiadé, fermé chiadé, en fait, tu as apparemment juste besoin de fixer ton Mac avec ce casque-là, et en fait, il te déporte. C'est le multi-screen environment, où en fait, tu as 3-4 écrans autour de toi et tu travailles comme ça en productivité avec clavier. Benjamin, t'achètes? Célibataire à la rigueur. Ouais. Gamer comme t'es. Ouais, mais justement, genre. Tu vas totalement l'acheter. Non, On en reparle. parce que j'ai jamais acheté d'Oculus, des trucs comme ça. Et je pense que c'est un. Non, je sais pas, c'est pas mon truc. Kevin? Pour l'instant, non. Pour l'instant, C'est vrai non, honnêtement, pour l'instant, non, parce que moi, c'est le fait que tu commences à créer des silos en fait entre les personnes. Donc, j'attends de C'est voir. vraiment un truc, tu t'assois sur le canapé, tu rentres chez toi, allez hop, je veux mon truc. Moi, je vais vous dire. Oui, mais toi, je veux l'acheter, au contraire, moi, non, alors, je suis anti-Apple et Android depuis des années, Oui, ou c'est vrai que moi Windows, aussi, ça donc aide ça n'aide pas. Par contre, je suis content qu'ils sortent ça, parce que je connais la puissance du produit, etc. Et je me dis, je me laisserais presque bien tenter. En tout cas, C'est dangereux, hein. Parce qu'après, ça veut dire iPhone. je sais, c'est pour ça que je veux pas y aller. Tu ouvres une porte, c'est l'enfer. En tout cas, je pense que c'est disruptif pour le marché. Et ils sont arrivés au bon moment parce que je trouve que ça se perdait un petit peu là, ça se tournait en rond. Et en plus de ça, la force, c'est qu'ils ont présenté à la fin une machine, même s'ils ne le disent pas comme ça, mais qui fait de la VR et de l'AR. Donc la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et ça, pareil, ils peuvent se permettre de mettre un tarif comme ça parce que personne ne le fait sur le marché. En plus, ça target en fait plusieurs. Une audience plus large. Ouais. Oui, dans ta famille, tu peux avoir un casque, un pour le gamin qui regarde la série, l'autre pour le gamer. Mis de riche. Pas tous les mêmes. Pas tout public, on est d'accord. Merci Kevin. Du coup, tu avais quelque chose à rajouter? C'est bon? En vrai, on est d'accord, big news quand même. Parce que c'était la rumeur. J'en ai entendu parler alors que je suis vraiment pas. C'était la rumeur depuis quelques années et finalement on se rend compte que c'était pas une rumeur, il y avait bien des fondements et on est content de voir enfin le résultat de ce que pouvait être ce fameux casque. Pour passer à la seconde news, du coup, Gaël, Microsoft Stream cesse de couler. Pourquoi? Alors déjà peut-être c'est quoi? J'ai envie de poser une question bête parce que vous êtes tous les deux plutôt orientés Modern Workplace, productivité de l'entreprise, etc. Ça vous parle? Moi, je suis gros connaisseur de Microsoft Stream. Pour être honnête, Benjamin, je sais pas. Ça te parle? Alors, Toi, t'as des posters Microsoft Stream dans ta chambre? le truc, c'est que dans ma tête, je suis en mode, est-ce que c'est ça ou ça? Genre, je suis pas sûr. Est-ce que c'est le truc Alors, c'est pas Stream Analytics côté Ouais, Azure. je suis un peu perdu, donc je suis. Alors, je crois, dans ma tête, c'est le truc qui enregistre les vidéos derrière Teams quand tu mets l'enregistrement. Rassure-toi, ça n'existe plus, donc t'as rien perdu. Alors si, ça existe toujours, mais c'est en cours de décommissionnement. Donc déjà, première news, c'est en cours de décommissionnement et ça va être décommissionné février 2023. 24, excusez-moi, parce que je m'embrouille encore avec les dates. Alors, qu'est-ce que c'est pour faire simple? Moi, ce que j'ai tendance à dire pour les personnes qui s'y connaissent absolument pas, c'est un peu le YouTube Microsoft d'entreprise. Donc, en fait, c'est un gestionnaire de vidéos qui est hébergé justement sur l'environnement Microsoft, qui est targeté ou centralisé. Du coup, le public, c'est vraiment, on va dire, les entreprises. Donc, on va pas aller uploader nos vidéos. Mais tu peux pas faire un export. C'est pas un hub de vidéo perso, pas, quoi. Non, y a pas d'accès public. Quelqu'un te partage le lien, tu vas pas pouvoir avoir accès, c'est c'est ça. sécurisé. Donc, c'est vraiment, on va dire, pour développer un peu toute cette communauté, un peu ce qu'on retrouve sur YouTube, mais dans une entreprise. Donc, vraiment axé plus entreprise, culture d'entreprise, communication. Les personnes qui travaillent dans le secteur de communication s'en servent énormément parce qu'ils produisent des vidéos, il y a des enregistrements, des interviews de collaborateurs, des choses comme ça qui sont publiées justement sur ces environnements. Ça reprend un peu la structure qu'on retrouve justement sur YouTube qui est d'avoir des chaînes, d'avoir des communautés, de pouvoir interagir. Et oui, aujourd'hui, c'est en cours de... Alors tu dis, il y a beaucoup de gens des communications qui l'utilisent et pourtant ça s'arrête. Ça s'arrête. Ils sont pas assez. Non mais pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs critères. Je dirais, enfin moi, à titre personnel, pour avoir manipulé, pour avoir touché un peu Stream, c'est pas aussi facile, je dirais, que YouTube.
on va dire l'interface n'est pas tout aussi sexy. Voilà, t'as quand même, c'est un sujet de niche, hein, donc c'est-à-dire que tu vas pas avoir un rayonnement. L'investissement que ça demande, on va dire, ça n'a peut-être pas forcément le retour qui va derrière. Par contre, ce qui est hyper avantageux, c'est que tu peux éditer un peu les vidéos, tu peux vraiment, on va dire, partager, et puis le partager dans un contexte qui est très précis et qui a tendance à justement attirer un peu tous les collaborateurs d'une entreprise. Ils savent que, tiens, on est en train de chercher une vidéo sur tel sujet en interne, on sait qu'on va aller sur Stream parce que tous les vidéos seront hébergées à ce niveau-là. L'avantage, c'est que tu vas avoir toute la partie sécurité, donc tu vas avoir accès qu'aux vidéos auxquelles tu es supposé avoir accès et qui a été mise à disposition. Alors. En parlant de communication, j'ai mon oreillette qui me dit que tu du micro, Gaël. Et apparemment, tu voyais pas les clins d'œil depuis tout à l'heure. Mais si, je me suis rapprochée. Vas-y, Merci Antoine. Donc, maintenant, du coup, j'ai perdu ma file de... C'était arrivé quand? Enfin, parce que ça C'est disparaît, arrivé, mais ouais, du coup, pour alors, ceux qui ne connaissent pas, ça date de quelle époque? C'est quoi? Il y a 5 ans, 6 ans, en fait, ça fait déjà... c'était la seconde chance qu'avant, tu avais Office Vidéo, qui n'était pas un gros succès. Et je pense que le marché n'était le nom est pas dingue. Ouais, et le marché n'était pas mûr, je pense, à l'époque. Ouais. Et du coup, ils ont détruit ça, Ils ont un peu créé Stream sur les fondations de ils l'ont vidéo. rebrandé, ils ont rajouté 2-3 C'est ça. fonctionnalités. Et ça s'appelle qui facilitait justement la prise en main. Donc, il y a eu un update, enfin un upgrade, je dirais, mais je pense que ça n'a toujours pas forcément répondu complètement en fait, Et du aux coup, ça veut besoins. dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des alternatives aujourd'hui en com dans l'entreprise? Alors, oui, parce qu'en soi, si c'est pour stocker des vidéos... Alors, à savoir qu'en fait, sur Stream, on peut stocker des vidéos donc, qui ont été éditées, et puis après, tu mets en ligne. Mais il y a aussi toute la partie événement et live. Jamais vu tout ça. Ouais, justement, mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin, on va dire, d'utiliser le live event quand tu as Teams. C'est ça qui est derrière quand tu as un meeting Teams. Oui, mais c'est que ça la sauve question. ta Mais vidéo. là, c'est le lecteur. Alors aujourd'hui, Le quand on lecteur clique Stream. dessus, quand on clique dessus, vous voyez en Ouais. fait votre vidéo qui Quand t'as ça enregistré, que tu veux voir ton replay, c'est ça. c'est Stream qui le porte. Alors, enfin moi j'appelle ça le lecteur parce que voilà, j'ai plutôt un aspect fonctionnel. Ça donc va rester du techniquement, coup. Ça, En fait, c'est le... Avant, si tu veux, le Stream, c'était vraiment un service dans lequel tu stockais. Donc, en fait, ils Ouais. prenaient le stockage et la Le vidéo. OneDrive de la vidéo. c'était à part entière. Enfin, Ok. c'était indépendant. Alors qu'aujourd'hui, en fait, justement, ça ne disparaît pas complètement, mais ça migre. Donc, en fait, maintenant, le stockage en fait, de tous ces vidéos ne vont pas se faire sur Stream quand ça se faisait auparavant. Maintenant, ça se fait justement sur SharePoint. Ou SharePoint, Teams, et puis bon, on sait OneDrive. tous Avec en fait, le lecteur derrière. Stream. Avec le lecteur, quand c'est tu ça. vas Et toujours On cliquer parle sur de Play, techno, c'est ça. ça sera toujours Stream. Par La rapport- techno reste, c'est mais ça. ce n'est plus un service à part entière. Par rapport à ce que disait Gaël, tu vois, elle disait tu fais attention aux vidéos qui sont aux accès, etc. En fait, c'est tout ce que SharePoint fait en fait au final. Mmh. Déjà, SharePoint gère les accès, SharePoint gère la stockage. mise à disposition, le stockage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, avant, quand tu enregistrais tes vidéos, tes réunions Teams, ça s'enregistrait dans le service Stream directement. Maintenant, ça s'enregistre. Si c'est toi qui enregistres personnellement, ça va s'enregistrer dans ton OneDrive. Si jamais c'est une réunion d'équipe, ça va s'enregistrer dans le Teams directement. Encore être une galère. Non, mais en fait, je pense qu'un Bah, un des pas sujets. forcément. Moi, c'est un des trucs que je reprochais, c'est-à-dire que j'enregistre ma réunion et derrière, j'ai des gens qui me disent est-ce qu'on peut récupérer l'enregistrement? Non. C'est à chaque fois une galère. Alors, Alors, c'est peut-être moi aussi qui est pas Non, très. mais oui, le problème, mais c'est je que pense. Alors, je suis d'accord, mais je pense que pour des raisons de sécurité, c'est important que ça soit mis en place. Parce que, en fait, tu enregistres une vidéo. Alors, Comme oui, tu d'une représentes réunion. un risque dans l'entreprise, Benjamin. Exactement. Que de choses confidentielles. Exactement. Et puis, tu sais pas qui sont tes interlocuteurs, tu Ah sais bon. pas ce qu'ils vont en faire. Donc, effectivement, au moins, ça te permet d'avoir la main dessus. Est-ce que ça demande de la manipulation en plus? Oui. Est-ce que c'est. Parce que je sais la faire. Après, tu vois, Peut-être. je pense qu'un des sujets qu'il y a avec tous ces services, c'est quand tu es Microsoft, le catalogue de services qui est monstrueux, c'est que c'est beaucoup d'efforts à maintenir. Des fois, pour pas grand-chose, c'est C'est ça. en produit, en marketing, en SAV, en support, etc. À un moment, c'est peut-être mieux de le mettre dans l'équipe SharePoint en tant que fonctionnalité nouvelle et d'économiser. Tu sais que ta roadmap, elle est pas folle de toute façon, pas mis l'idée derrière. Je pense que d'un tu point de vue rationalises. stratégie Tu produit, rationalises. Tu rationalises, Et c'est surtout ça. que, comme tu dis, il y a beaucoup de services. Plus d'outils. Tu as de plus en plus de services, tu as besoin de stockage, tu as besoin de lire et tu as besoin d'afficher tes vidéos à des endroits, on va dire. Donc, Spécifiques. SharePoint le fait très bien, ça. Ouais, C'est ça. et puis tu as une problématique, on en parle souvent, nous, on le voit sur le marché, de compete aussi. Quand tu es Microsoft, tu es une boîte à outils. Et typiquement dans Azure, je prends Azure ou même Office, tu Même proposes Office, tu vois, plein à de gauche, choses. tu vois le truc. Mais souvent, sur le marché, tu vas être en compétition avec des acteurs qui ne font que ça. Ouais.
Et du coup, toi, tu dis, oui, mais nous, on fait pas que ça. On est plus fort parce qu'on fait plein de choses. Mais sur de l'appel d'offres, tu vas être en frontal avec un acteur qui est plus spécialisé. Et du coup, à un moment, tu te dis, mais à quoi bon, finalement, aller chercher ça alors que je peux vendre mon produit à travers C'est une ça. offre globale. Sûrement quoi. compatible. Et si C'est ça. on reprend même cette logique-là, aujourd'hui, les personnes qui utilisent principalement Stream, c'est des équipes de communication. Pour une grande majorité en tout cas de la population auquel c'est targeté. Aujourd'hui, les équipes de communication, ils font de la communication interne, oui, mais ils font de la communication aussi à l'ensemble du monde, Ouais. donc c'est ouvert. Donc ils utilisent d'autres solutions, du type Cette YouTube. limite, oui. Bah oui, donc tu vois ce que peut te proposer YouTube et tu te dis, non mais bon, ok, moi c'est un juste milieu. Est-ce que tu as un YouTube d'entreprise? Ça existe? Alors c'est ce qu'essayait de faire Stream. Non, mais YouTube, dans sa version. Est-ce qu'ils ont Non, une mais- offre pro interne, non? Un peu Alors, B2B? Non, bah en fait, au final regarde, la communication, en tout cas en entreprise, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne beaucoup sur des intranets côté SharePoint, tu vois. Donc, côté SharePoint, eux, ils ont un dilemme, ils disent, bon, d'un côté, on a de la vidéo interne, on veut que ça soit uniquement accessible en interne, que c'est pas fait pour de l'externe. On a des vidéos externes, mais on va pas les stocker à deux endroits. Donc, d'un côté, ils vont stocker sur YouTube, et de l'autre côté, ils vont stocker sur Stream. Et à la fin, ils vont tout mettre sur SharePoint en termes d'affichage. Bah, vu que SharePoint déjà peut permettre d'afficher des vidéos YouTube assez facilement, et de l'autre côté, bah, t'as qu'à stocker directement tes vidéos sur SharePoint, vu que de toute fason, tes utilisateurs vont consommer tes informations depuis ton portail SharePoint. Pour moi, en termes d'utilisateurs, enfin en termes end-user, Stream, je pense que ça n'a pas énormément d'impact pour l'utilisateur final. Que lui, en règle générale, comme disait Kevin, c'est qu'il va le consommer, mais surtout la porte d'entrée, ça ne sera pas « Ah tiens, j'allais taper sur Stream tu vois, en interne et puis voir ce qui a été mis à disposition. » C'est-à-dire que c'est les vidéos qui ont été communiquées à travers des mails, qui ont été mis à disposition sur l'intranet, des choses comme ça. Donc pour l'utilisateur final, il n'y a pas de différence. Par contre, effectivement, pour l'équipe com qui, eux, produisent des vidéos et les mettre à disposition, ça va être perturbant. Parce qu'ils ne vont pas retrouver la structure, ils ne vont pas retrouver un peu cet aspect un peu... Faire un petit public de c'est une ça, partie de les l'entreprise. chaînes, exactement, mais ça peut se recréer très facilement sur SharePoint. Ça demande effectivement de changer un peu son approche, mais c'est tout à fait... Totalement c'est pas. tout. Donc, C'est presque plus simple. Si je résume, pas une grande perte, et en même temps on le perd pas totalement parce qu'on retrouvera la techno via du Teams, etc. Et du coup, on est juste content de savoir que ça existait. C'est ça. Et puis, Grosse découverte. Hein. et je pense qu'en termes d'information, ce que les gens ont besoin de retenir aussi, c'est que en soi, s'ils ont énormément de vidéos aujourd'hui qui sont stockées sur Stream, il va falloir commencer à réfléchir à les Ça part où déplacer. d'ailleurs? Sur SharePoint, la plupart du temps. Mais par défaut, genre c'est. À la fin, tous les chemins mènent à SharePoint. Ouais. T'as toujours Non, pas mais compris imagine, ça? imagine, t'as mis le truc et tout, et t'as coché la case. Déjà, faut pas oublier de cocher la case, n'expire jamais, parce que sinon ça se supprime tout seul, et quand le client te le renvoie, bah oups, je l'ai C'est pour plus. ça que Gaël et Kevin ont fait une offre. Et là, d'un coup, ouais, c'est ça, et d'un coup, genre en mode, il y a plus rien, t'es en mode, ah bah, c'est perdu. C'était une super news, j'aime beaucoup, parce que ça montre aussi quand même comment nos écosystèmes évoluent vite. Il y a des produits, à un moment, on ne parlait que de ça, et puis après, on les oublie pendant 2-3 ans, et t'apprends un jour qu'on les décommissionne. On avait parlé de gamer, etc. dernièrement, voilà, ça continuera, et c'est ça qui est beau dans On peut le les métier. ranger dans une case, tout petit logo, C'est c'est. ton polo que t'avais, tu ça. voilà. Benjamin, ta Ouais. spécialité, on sait, c'est Power BI. Ouais, je ne Hein, fais que ça. tu ne fais que ça, exactement, tu le dis bien Je fais que du assez. Power BI. Alors, c'est quoi cette nouvelle carte? Voilà. Cards, pour le jeu de mots. Ouais, alors, d'ailleurs, j'ai un message à faire passer à Microsoft, changer de nom, j'en peux plus. Genre, on a 2 visuels, maintenant 3 d'ailleurs, qui s'appellent carte. La carte, parce que c'est une map. La carte, parce que c'est une a card. Et maintenant, on a une nouvelle qui est la carte quelque chose qui s'appelle aussi carte. Donc ça va être carte. Donc quand je donne une formation, je dis, donc là, vous prenez la carte. En mode, alors oui, mais je vois pas où je mets la somme des unités vendues. Non, ça c'est une carte avec des pays, c'est compliqué. Bah, vous m'avez dit une carte, monsieur Crochard. Hein. Ah, pardon. Donc je l'appelle la carte 1, 2, 3, l'ancienne, parce que sur l'icône, il y avait un 1, 2, 3. Bref, c'est pas une news transcendante. Par contre, on peut en faire quelque chose d'intéressant. L'idée, c'est quoi? Initialement, on avait un visuel qui est la carte, donc la fameuse carte 1, 2, 3, que j'appelle. C'est quoi? Ça permet d'afficher une valeur. Terminé. Juste une valeur. La somme des unités vendues, le nombre d'utilisateurs finaux, peu importe quoi, ça te donne une valeur. Mais en final, dans nos visuels, c'est quand même, au final, la majorité de ce qu'on veut afficher. On n'a pas toujours besoin du camembert, du tableau, de l'histogramme, tout ça, et de la courbe. Parfois, on veut dire le chiffre d'affaires. Bah, voilà, point. Voilà. Et parfois, on a besoin de dire chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires de l'année dernière. Ok, bon bah c'est 2 visuels, côte à côte. Ouais, ou un plus petit en dessous. Tiens, grand. Évolution. Bon bah j'en rajoute un petit troisième. Évolution, est-ce que c'est positif, négatif? Ah bah il me faut une image comme ça ou comme ça.
Bon, bah alors à côté de ma première carte où j'ai l'évolution de la deuxième carte, je vais rajouter une petite carte ici où en fait je vais mettre qu'une image. Ça commence à faire beaucoup de cartes. Et en fait ils se sont dit, et moi je l'ai vu, hein, parce que quand on fait justement des vues un peu cockpit comme ça, où on va mettre plein de cartes pour avoir une vue globale, on se retrouve à avoir 30, 20, 30 visuels parce que c'est plein et ça affiche qu'un truc. Ça paraît simple. À la base, t'as 6 grands thématiques. Ouais, c'est ça. Mais derrière, t'as peut-être 30 visuels qui tournent. Et, et tu le vois quand tu ouvres ton Power BI, parce que d'un coup tu vois des petits ronds qui te des petits trucs de chargement partout. Et là, toi, tu suis. Et moi quand j'arrive avec les mêmes disques à charge, c'est long à charger et que j'ouvre et que ça fait. Ah bah non, justement, sachant que plus t'as de visuels, plus ils se chargent en parallèle, mais il y a un nombre max et en fait quand tu ouvres ta page, ils se chargent. Quand tu changes un visuel, un filtre, ils vont se recharger. Ils sont reliés entre eux. Et par défaut, tout le monde est relié avec tout le monde. Donc ça peut vite être une usine à gaz. Alors donc, un nouveau visuel est sorti. C'est pour ça que je dis que c'est pas une folie. Mais ce nouveau visuel permet de mettre plein de valeurs dedans. Et ça fera plein de cartes. Et de faire une carte. Globalement, un carré. Une carte de cartes. Donc t'as un composant T'as un composant qui charge et tu peux mettre des images séparées qui n'ont pas forcément de lien manuel ou automatique en fonction de chacune des cartes. Donc on peut avoir des règles de gestion différentes en fonction de chacune des cartes. On va pouvoir créer un cockpit en un visuel au lieu d'un cockpit en 30 visuels. Du cockpit, d'un point de vue métier, c'est important. Ouais, quand on fait le BI, le pilotage de la performance de l'entreprise, il y a souvent une vision aujourd'hui qui est, on appelle ça aussi business scorecard, c'est de dire je vais définir les 6 indicateurs macro, concaténés vraiment depuis toute l'entreprise, qui parleront à tout le monde, qui permettront de donner la vision à 3 ans. On va les suivre pour atteindre notre plan et qui sont globalement l'agglomération de tout ce qu'on a en dessous. Et donc ça, c'est très demandé, c'est la vision cockpit, control tower, ça a c'est plein la de même noms. chose où quand moi j'avais fait ça chez un des clients, c'était un responsable d'une chaîne de prod, le matin il arrive, il a pas envie de voir ses tableaux avec tous les détails, il veut voir ce qui s'est passé dans la nuit, il y a eu un problème, les indicateurs clés. Les indicateurs clés, et souvent tu peux les avoir au plus haut niveau de l'entreprise. Et à chaque fois qu'on avait en effet ces sujets à répondre, alors déjà d'un point de vue design, c'était l'enfer, parce que pour avoir une petite carte un peu propre, un peu sympa, équilibrée et tout, avec, souvent on a une icône, qu'on met une petite image pour la thématique. Par exemple, chiffre d'affaires, tu as un petit dollar. Tu rajoutes un truc, c'est une image que tu rajoutes. Logistique, tu mets un petit carton, on a tous fait ces trucs-là. Et ça faisait énormément de lourdeur. Ou alors on faisait ça avec un designer derrière qui nous mettait... Ou alors ce qu'on faisait, on trichait en faisant des tableaux avant. Voilà. On faisait des gros tableaux. Et en fait, on enlevait les lignes, on enlevait les colonnes, on enlevait tout pour que ça donne l'impression que c'est plein de visuels. Alors qu'en fait, c'était un tableau, c'était pas du tout des KPI. Où on faisait des fonds, des choses comme ça. Les fonds, on a eu les fonds à un moment. Finalement, cette super carte, en fait, ça t'évite de faire du bricolage avec ton tableau. Ça m'évite en fait de bricoler. C'est ça qu'on a proposé un truc UX, tu vois. C'est une sorte de boîte à outils un peu, tu vois, parce que tu peux dire sur cette carte là, je veux qu'il y ait peut-être ça soit tel design, sur celle-là peut-être un peu différent. Alors c'est peut-être plus long à paramétrer. On va avoir des rapports beaucoup plus homogènes, je pense, déjà chez nos clients. Même plus léger en termes de perf, c'est mieux, et même en termes de consommation, CPU et tout. Pour la production aussi, de votre côté, ça sera beaucoup plus rapide. Ça va être plus rapide, mais c'est surtout, en final, souvent c'est des cockpits. C'est destiné à des décideurs. Ouais. Et en fait, c'est ce qui est le plus long à charger. C'est ça. Qui arrive, fait c'est nul. T'as envie d'avoir une expérience applicative et t'es là avec un truc qui load. Et c'est eux qui décident aussi sur les projets en général. Donc c'est ça. Donc en vrai, t'as raison. En fait, c'est pas une dinguerie. C'est pas une dinguerie. Mais en fait, ça nous change quand même beaucoup de choses. Mais c'était une vraie demande quand même, je pense. C'était une vraie demande. Ça sort un peu de nulle part. Pourquoi avant, on avait beaucoup de visuels custom qui faisaient ça. Donc on avait des visuels qu'on peut télécharger en plus. Mais dans quand même la majorité des entreprises, les visuels custom sont soit interdits, sont pas certifiés, soit même s'ils sont certifiés, on les évite. Parce qu'en termes de perf, c'est quand même plus compliqué parce que c'est développé par des développeurs comme vous et moi et chacun sa propre norme et tout et tout. Donc on évite quand même tout ce qui est custom souvent. Et donc c'est intéressant d'avoir un visuel Microsoft intégré dès le début qui fait beaucoup plus de choses qu'on avait avant. Voilà. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Ça nous aurait économisé beaucoup de temps et le problème, c'est un paquet de sujets et encore une fois, c'est un vrai besoin de l'entreprise. Partout, tu as besoin de tu as l'impression d'être écouté, tu dis c'est un truc que j'avais trop besoin de trouver. Ouais, alors que c'est un outil qui a bientôt... Donc des fois, la news la plus simple est la plus importante, on est d'accord, mais c'est important et je pense qu'il y a une vraie écoute toujours de la communauté Power BI et ça devait être pas mal demandé, donc je prends ta news, Benjamin, et j'espère en voir des tuiles bientôt dans tous les sens. Oui, pas le choix. On va passer à la grosse thématique. Du coup, grosse thématique parce qu'il y a débat. Donc, on va parler du search d'entreprise, la recherche d'entreprise, Enterprise Search en anglais, qui est
un peu le sujet de toujours aussi. C'est un peu comme le casque Vision d'Apple. Ouais. Ça veut dire que ça fait des années que tu entends parler de ce besoin de faire de l'exploitation de données. L'entreprise a un actif, c'est sa donnée, son information. Et le problème, c'est qu'elle est répartie partout, dans plein de choses, etc. Il n'y a pas de search transverse, de recherche transverse, ni facilité par expression en langage naturel ou quoi que ce soit. Et puis, il y a des éditeurs qui existent sur le marché depuis des années. L'éditeur dit forcément une vision du search, une tarification aussi, qui n'est pas forcément celle de tout le monde. Et ça peut être des gros sujets. Et on avait pas mal de soucis, notamment côté Microsoft. Ça fait un paquet d'années qu'on vient nous voir en disant il y a un moteur de recherche chez Microsoft, SharePoint, mais côté Azure, qui s'appelle Azure Search. C'est renommé Cognitive Search. On avait pas mal de clients. Avec Kevin, on faisait des projets transverses entre Azure et Modern Workplace. Ils nous disaient est-ce que je pourrais utiliser Cognitive Search pour accéder à du SharePoint, mais aussi à du Alfresco, des sources transverses, tout en gardant, et c'est là que ça devenait plus compliqué, et déjà en ayant la connexion, la capacité à se connecter, bon, ça on y arrivait toujours un peu, mais ça pouvait être galère des fois, en gardant la granularité des droits qui étaient mis en place sur la donnée, sur le fichier, le document, le dossier dans l'entreprise, en sachant combien ça va coûter. C'était un peu plus dur aussi, parce que en termes d'un point de vue service intégration, c'était des chantiers énormes et compliqué de se prononcer. Concrètement, il y avait pas mal d'expérimentation. Et on sentait qu'il y avait un trou dans la raquette. C'était pas Cognitive Search, le search d'entreprise, et il manquait quelque chose. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a Azure, OpenAI, on en a pas mal parlé, ChatGPT qui arrive, les IA génératives, etc. On en a pas mal parlé, on va pas revenir dessus. Et en fait, un des premiers use cases qui est sorti, d'ailleurs mis en place sur des GitHub partagés par Microsoft, c'est l'Enterprise Search. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser ChatGPT, plus Azure Search, qui va indexer de la base documentaire pour interroger vos données d'entreprise. Ah, super. On a fait les tests, ça marche. Alors, ça marche d'un point de vue expérience utilisateur derrière, et mais il y a plein de complexité en fait. Ouais, Techniquement, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Non, c'est pas non plus encore si intégré. Néanmoins, pourquoi ça va être un débat pour les DSI, et c'est là que je vais avoir besoin de votre avis, notamment, Kevin et Gaël, c'est que par ailleurs, on a quand même un autre truc qui arrive, dont on a entendu parler au même moment, qui s'appelle Copilot. Je crois que c'est Microsoft Stream. Perdu. Benjamin, t'as tant de choses à apprendre. On toujours les trains en retard. Donc, Microsoft Copilot, qui est ce chat GPT packagé, intégré comme une feature de l'écosystème Office, va lui aussi permettre de faire du knowledge mining, knowledge management, pouvoir interroger tout mon écosystème, SharePoint, etc. Donc aujourd'hui, le débat que je vais ouvrir, c'est on a des clients qui commencent à nous demander, globalement, est-ce qu'il vaut mieux attendre Copilot qui arrive dans, je sais pas quand, qui est une version packagée de l'autre truc, mais qu'on pourrait faire du coup l'une sous format licence, l'autre sous format conso. Donc la question c'est, Kevin, est-ce que déjà ça te parle? Est-ce que tu vois des différences entre les deux usages? Je connais moins l'écosystème Modern Workplace, donc est-ce qu'il y a des risques sur le knowledge management? Est-ce qu'il y a des attentes? Est-ce que ça va être un choix vite fait rapide l'un ou l'autre? Ou est-ce qu'il y a vraiment une réflexion à avoir, une comparaison à faire? Et elle, je pourrais dire aussi, si ça vous inspire. Je prépare ma réponse. Benjamin, t'avais rien à foutre. J'aime bien que je savais plus. Tu peux sortir, c'est le moment. Non, mais en plus, quelque part, déjà, il y a, comme tu disais, en fait, depuis des années, il y a deux constantes que j'entends à chaque fois sur tous les projets. C'est une statistique qui a jamais changé depuis, ça fait presque 10 ans, là, c'est 80% des données d'entreprise sont non structurées, non accessibles et non exploitées. Et tu as tous les clients à qui, dès que je parle moteur de recherche sur les intranets ou Modern Workplace, c'est ouais, du coup, ça marche comme Google. Parce que derrière, il y a cette simplicité. Peu importe où la donnée elle est, tu recherches en langage plutôt naturel, on va dire, et tu as l'information qui arrive sur différents critères, peu importe que ce soit une page, un document, etc. Donc ça, c'est deux choses qui ne changent pas depuis plus de 10 ans. Et donc là, avec l'arrivée de Copilot et OpenAI, c'est vrai que je me suis posé la question aussi.
En mode, ok, bon, d'un côté, t'as Copilot qui arrive, donc qui est une solution déjà toute packagée. On sait pas ce qu'il va Marche. vraiment faire en vrai. Ouais, mais c'est ça, mais en tout cas, Petit aperçu. dans les aperçus et dans la manière dont c'est pitché et le framework en fait qu'ils ont mis derrière Microsoft, c'est-à-dire qu'ils exploitent dans Copilot, dans la partie M365, la Graph API. Donc, la Graph API plus OpenAI plus ce qu'ils appellent eux leur Copilot, c'est le Copilot Framework. Et en plus, là, ils ont ouvert les plugins, donc tu pourras en plus demain brancher des services tiers dedans. La Graph API qui est un peu le squelette. Qui est l'API derrière Office 365. Voilà, c'est le Qui réseau. connecte tout, qui sait tout. Qui connecte tout, qui sait par exemple si toi et moi on tes- travaille ensemble, on a un point d'intérêt sur OpenAI par exemple, il va me suggérer ça parce que j'ai accès et on a ça en commun. Et donc du coup il exploite ça. Donc c'est quelque chose qu'ils ont voulu essayer avec Delve à l'époque, il y a plus de 5 ans déjà. Il est avec Ouais, Microsoft ça- Stream. Ça aurait pu être ta news, ça, Et, Gaël. du coup, et Delve en fait tentait déjà de faire ça, en fait c'était un espèce de moteur de recherche dans tout Microsoft 365, mais il n'y avait pas cette puissance derrière des API D'interrogation, OpenAI, de d'interrogation de vulgarisation, langage en fait. naturel et de vulgarisation. Et de réflexion, surtout C'est ça. apportée en réponse, en retour. Et du coup, c'est vrai qu'avec tous les clients là qui nous ont demandé et tout, c'est vrai que tu as d'un côté Copilot, donc tu dois attendre. Bon, c'est une solution packagée, ok, mais sous licence, ça a l'air de mais bon, rien d'officiel encore. Et de l'autre côté, tu as OpenAI qui est disponible maintenant. Tu as l'intégration de ChatGPT 4 qui arrive petit à petit. Et bah, les clients ont envie de se prendre la main. Et moi, je vois la chose comme ça, après vous pouvez dire, je vois un peu comme Azure et la Power Platform au final. C'est que côté Azure, donc on fait des applications depuis un certain temps là-dedans, on fait des applications vraiment sur mesure, bien chiadées, sur des verticaux, sur des usages métiers très spécifiques, très spécialisés. Pour autant, la partie Power Platform, le code no-code, en fait, elle a, pas que d'ailleurs chez Microsoft, mais le concept de low-code no-code a boomé. En fait, il n'y a pas eu un empêchement. Et on s'est pas dit, bah, j'avais déjà en fait un écosystème qui me permet de faire des applications sur mesure. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une plateforme low-code no-code qui me permet elle aussi de faire des applications, elle aussi exploiter des données qui sont issues de SharePoint, même de base SQL, etc. En fait, pourquoi? Et alors que les deux en fait ont une pertinence dans une entreprise parce que c'est pas les mêmes. Oui, c'est pas le même. c'est pas les mêmes besoins et tu en fait réponds pas et tu dimensionnes pas ton projet de la même manière en fonction du besoin que tu vas avoir. Par exemple, c'est vrai que la partie low-code no-code en fait ça va demander un peu moins de skill technique et encore ça, tu peux aller très loin, mais par contre tu peux sortir des applications beaucoup plus rapidement. Mais tu pourras pas aller aussi finement qu'un projet côté Azure où tu peux tout maîtriser de A à Z, que ça soit ta partie soft mais aussi ta partie infrastructure qui est derrière. Et du coup, moi, je vois la même chose pour Copilot et OpenAI. Ouais, c'est que ce que tu veux Copilot, dire. pour moi, c'est une solution qui va être packagée, qui va répondre potentiellement aux besoins de pas mal de collaborateurs sur l'aspect créativité, Qu'aura la gestion des droits, du coup. qui aura la gestion des Logiquement. droits parce que tu es dans l'écosystème Microsoft. Et de l'autre côté, je me dis que, bah, en tout cas, à date, avec les informations qu'on a, tu as des entreprises qui peut-être vont dire bah, l'implémentation de l'IA par Microsoft toute packagée, moi, me va pas parce que j'ai pas de contrôle sur le prompt derrière. Aussi. Ça, c'est un premier sujet dont on avait discuté. On voit bien qu'aujourd'hui, tout est un enjeu de contexte qu'on donne aussi. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est Copilot, est-ce que ça va être quelque chose, une IA puissante mais généraliste, qui du coup peut-être un peu répondra mal aux spécificités d'une industrie, un lexique métier, tu vois, si à chaque fois tu as un acronyme interne, que tu lui poses une question et que finalement il comprend pas ce que c'est, je sais pas, on l'a pas testé encore. Donc, En tout cas, à date, ça va être un vrai problème. À date, rien laisse présager ça. Et de l'autre côté, tu as OpenAI où les expérimentations qu'on a fait, en fait, tu peux vraiment contrôler finement le prompt. Et de ce que je vois chez les clients, quand tu fais des ateliers avec eux, tu sais, au bout du deuxième, troisième atelier, si tu n'utilises pas leurs termes, par exemple, tu dis business unit au lieu de département ou inversement, Ouais, mais oui, oui, je vois. ça les ce que agace j'ai ou le- même ils comprennent pas en fait ce que tu veux dire. Juste ça les agace. Et je sais pas si aujourd'hui, en fait, Copilot est capable d'avoir cette finesse dans la connaissance et la logique, en fait, la culture de ton entreprise. Parce que finalement, il va lui accéder à la donnée, à ton Ça graphe. peut jouer dans la personnalisation déjà. C'est ça. Alors que sur la partie OpenAI, bah, tu contrôles le prompt, tu contrôles les capacités que tu veux avoir avec ton IA, et en plus de ça, tu as, que ça a l'air de Après, tu as prononcer, une peut-être maîtrise. plus de boulot pour exploiter la graph API. C'est sûr. C'est sûr. Alors que de l'autre Mais côté, c'est comme c'est tout, du sur-mesure. tu veux du custom, tu mettras plus de temps, mais ça sera plus pointu. Bah, en fait, c'est le même débat. Et pour que- moi, c'est une question finalement de compromis, parce qu'on voit que la partie OpenAI, tu vois, aujourd'hui, elle permet de faire de la classification et du tagging automatique. Ah, mais côté Microsoft, il y a déjà Topics, en fait, qui permet de faire de la classification. Et Topics Viva Topics. Pardon. Ah, C'est- Viva Topics. Viva Topics, Je excuse-moi. croyais que c'était. Je Pardon. voyais TOPIX, j'étais en mode tu vois un petit animal, genre Topics. Un nouveau Pokémon. Du coup, il y a ça, mais ça n'empêche pas, tu vois, OpenAI de faire de la classification et tout. Et pour moi, c'est juste une question d'usage. C'est, est-ce que le métier, par exemple, va avoir besoin d'être ultra fin sur
le paramétrage du prompting, la manière dont ça va être répondu, peut-être les garde-fous qui voudront mettre en place et il y a un contrôle complet, tu vois, là-dessus. Ouais. Peut-être qu'ils veulent avoir un modèle sur mesure qui va permettre non seulement d'interroger et donner des résultats. Et parce que ton copilot, il va être partout, accessible à tout moment, mais du coup, ça veut dire quand je vais l'interroger sur un certain type de use case, un peu confidentiel, risqué dans l'entreprise, je sais pas quoi, est-ce qu'à un moment, il va avoir un comportement adapté pour répondre en disant je suis pas trop à ça, ça craint un peu. Et tu as un autre truc, c'est que Copilot aujourd'hui, c'est Copilot M365. Donc c'est dans l'écosystème Microsoft 365. Et pour les clients qu'on a vus, bah, en fait, tout le monde n'a pas l'exclusivité de son données. SI sur C'est ça. Microsoft. Et c'est bien ça donc, la problématique, je pense. voilà, donc- C'est comment est-ce que tu greffes l'ensemble des données que ton entreprise a Qui ne sont Si- pas forcément. qui ne sont pas sur l'écosystème Microsoft. Une entreprise pure player qui depuis le début, enfin 100%, Qui a utilisé que du Microsoft Ouais. toute sa vie, je pense que... s'éclate. Expertem, on va bien se marrer. Mais je pense C'est qu'il y a nous. aussi... C'est ça. Mais des clients qui ont leur CRM, comme tu dis, le CRM en fait à part, chez Salesforce par exemple, bah, en fait, si tu veux avoir une recherche. Il y aura peut-être des connecteurs. Les Peut-être, plugins, les fameux Peut-être, plugins mais on à ce sait- moment-là. ouais, tu vois. peut-être, Mais mais aujourd'hui, on ne sait pas. on sait pas. Mais là, en tout cas, OpenAI, avec toute la puissance qu'il y a à côté Azure, tu peux faire vraiment du sur-mesure. Ah, mais est-ce que c'est pas aussi. Je trouve, tu vois, genre, je le vois un peu, je le transpose avec ce que je connais et je me dis, est-ce que c'est pas aussi après des. Pour le faire tout ce que tu veux sur mesure, c'est pas des métiers de personnes qui sont quand même très très pointues. Ah, si. Ah oui. Ah, c'est C'est vraiment pas. Que vraiment, c'est vraiment pas C'est par un la sujet portée de de tout le monde. dev, c'est un sujet d'intégration. Et Ouais. d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on voit dans nos équipes aujourd'hui. Enfin, vous êtes en animation sur la partie métier, exploitation de documents, etc. Parce que c'est à quel sujet. Derrière, l'implémentation, c'est pur dev. Et d'ailleurs, c'est pas si facile. C'est-à-dire qu'on débroussaille un peu en ce moment. Le problème qu'on a, donc on fait de l'indexation SharePoint sur Azure, etc. Il y avait un connecteur SharePoint indexeur qui est en preview depuis 2 ans. Déjà, t'arrives, tu dis, c'est bizarre. tu sens qu'ils vont le remettre à jour. Il va rester en preview 10 ans. Non, mais tu sais pas. Oui, du coup, tout le monde dit, mais on peut l'utiliser quand même, celui-là, il a l'air cool. C'est quand la G1? C'est Oh. ça. 2 ans qu'il est en preview. Donc tu dis déjà le truc pas trop sec, enfin, ou pas prévu pour ça à l'époque. Ouais. Mais pourtant, il serait, Non, ça marche. il serait parfait. Et puis aussi, le problème qu'on a à côté Azure en ce moment, c'est super vite. C'est-à-dire que là où tu vas arriver avec un truc certainement mûr, avec Copilot, Ouais, et T'auras pas- dont les t'auras mises pas à jour si se trop de temps de feront R&D. sans que tu te poses de questions, etc. Là, sur Azure, toutes les semaines, on nous dit ah, tu utilisais cette version. Ah, c'est déprécié. Ou ces sujets. Non, c'est plutôt. Ah oui, non, mais attends, il y a un nouveau truc qui arrive en preview, une fonctionnalité Get Data. Tu vas voir là tout ce que tu t'es embêté à faire pour te connecter. C'est une fonction. Bah, c'est un clic. Mais ça, c'est ça ce qui fait mal aussi. C'est-à-dire, moi, je prends le monitoring Power BI, il y avait rien, on a tout dev. Eux, un truc, ils font au fait, on vous a juste rajouté un onglet, il y a tout le monitoring. C'est ça. T'avais besoin de 10 jours pour aller faire. Tu t'es mis à faire du PowerShell pour ça. Moi, je me pose un peu la question sur l'accès. C'est-à-dire qu'on parle de ces deux sujets comme si c'était indépendant, mais encore une fois, il y a énormément, on va dire, de clients qui n'ont peut-être pas la maturité nécessaire pour commencer à même réfléchir à l'implémentation de... voilà. Donc du coup, Copilot, c'est un premier step. Et ça sera D'en déjà faire très découvrir. suffisant pour plein de monde. Et je pense que pour les... Alors ça dépend, on va dire, des corps de métier, parce que j'allais dire les petites, moyennes entreprises peut-être, tu vois, mais sûr, je pense qu'il y a énormément de petites entreprises qui ont des problèmes bah, justement avec toutes les données qu'ils ont, qu'ils accumulent depuis des années et qu'ils n'arrivent plus à Des exploiter. documentations techniques, des contrats. un peu tout Exactement, ça. et en fait qui touchent plus parce qu'ils savent même pas où est-ce que c'est, ils savent pas comment ça s'appelle, Je ils sais que savent pas ce tu qu'il y l'as a vu un en jour, termes mais c'est tout, d'informations. Exactement, ils savent que c'est à peu près ici, quoi. Donc ça déjà, ça va répondre à des grosses problématiques que eux ils ont. Et peut-être qu'une fois, en fait, que ces problématiques de base seront répondues, on va dire, avec Copilot, on va encore une fois quand est-ce que ça va arriver. Je pense qu'après, oui, on va avoir les vrais sujets, on va dire complexes, qui sortent justement de juste la petite porte d'entrée, parce qu'en vrai, leur vraie problématique, c'était juste je cherche une information qui est perdue dans les milliers de documents. Moi, je veux dire, tant que t'as pas un premier truc, ça te donne pas d'idée. Ouais, au moins, ça donnera une première version Copilot. On se dira, putain, c'est trop bien, mais il me manque ça. Ah bah ça, Et c'est là, du custom, c'est c'est de l'OpenAI. Après, tu vois, je parlais de la licence Azure qui a la consommation. Peut-être que les Copilot étant la dernière fonctionnalité. Alors, peut-être. Je ne sais pas, j'aimerais. Peut-être. Mais même si c'était assez cher, à un moment, tu vois quand même quand on le fait côté Azure, que si on voulait ouvrir à toute une société l'utilisation de l'exploitation de documents avec Azure, là, on cumule quand même des modèles OpenAI qui nous coûtent, avec un indexeur côté une indexation côté Cognitive Search, avec d'autres intégrations, et qu'à un moment, peut-être tu veux lire dans les PDF avec
un service pour reséries. Et du coup, tu as 3-4 couches de coûts qui font qu'à un moment... Là, tu fais un chiffrage et on te dit ouais, franchement, la recherche dans Outlook, elle est nickel. C'est ça, à la fin, tu reviens peut-être à ton copilot et tu dis ouais, bah il fait bien. Hein. Pour moi, je pense que tu vois, t'as un côté copilot, je pense qu'il va s'adresser, on va dire, en fait, à l'utilisateur Office 365, peu importe en fait au final, M365 c'est les habitudes. Et l'autre côté, je pense que les copilots custom, OpenAI qui va potentiellement, moi je le vois comme ça, se verticaliser sur des métiers très précisément. Et peut-être que ça sera pour même limiter les coûts, ça sera peut-être pour une équipe en particulier, peut-être que ça sera pour un département, pour la direction. Mais vraiment entraîner très fortement sur un sujet où t'as pas le droit à l'erreur. Voilà, fine-tuner sur ça. Tu vois, j'imagine par exemple, je sais pas, imagine sur de l'analyse d'image, ce genre de choses par exemple. Bah, tu sais, tu te fais ton propre copilot custom où tu dis, bah, non seulement tu vas me montrer, tu vas faire de l'ossérisation sur des contenus PDF, c'est pour le legal, j'imagine, tous les documents qui ont été scannés, etc. Bah, peut-être que tu n'as pas besoin que toute l'entreprise a besoin de voir tous les contrats de toute la boîte. Par contre, ton copilot, en tout cas à date, je pense pas qu'il soit capable d'aller chercher à l'intérieur des documents qui ont été scannés, tu vois. Je sais pas. Ouais, en tout PDF, cas, à mon avis, déjà, PDF, oui, mais moi je te parle de documents de papier scanné, c'est les anciens documents que tu dois garder d'un point de vue légal. Et tu vois, peut-être que pour le juridique, ou pour même des besoins très spécifiques d'audit, parce que tu vois, même nous, en tant qu'entreprise, on se fait auditer de temps en temps, bah, peut-être que pour les papiers, un vertical ultra spécialisé sur le métier, où du coup, tu te dis, mon copilot custom, on va dire pour le juridique, pour les audits, va être spécialisé sur l'ossérisation. C'est-à-dire que bientôt, Copilot va venir nous-mêmes vérifier notre travail. C'est-à-dire que ce ne sera plus les petits gens qui viennent vérifier le travail. Mais ils ont peut-être un outil qui va leur... Non, mais c'est peut-être, tu sais, c'est aussi pour faciliter la vie. C'est comme avec le RPA, tu sais, t'as des tâches qui sont redondantes sans valeur ajoutée. Rechercher de la doc, par exemple, ça n'a pas de valeur. Hein. Donc, si je résume, on est quand même sur une nouvelle ère du sujet du search d'entreprise. Et qui va avoir un impact fort dans l'écosystème Microsoft parce qu'on a qui est trop important. Qui est trop important et galérer de retrouver. Dans l'expérience avec ChatGPT, on l'a tous vécu, est complètement folle. Enfin, on a une interactivité aujourd'hui sur le document et de l'information qui est ouf. C'est ce qu'on attendait dans le search d'entreprise depuis longtemps. Donc, c'est pas encore clair la vision et même l'intégration, etc. Il y a encore un peu de boulot. Mais en même temps, Microsoft tout débute son aventure là-dessus. Donc, en annonce, ça va dans le bon sens. Beaucoup. Il y aura un débat, enfin en tout cas il y aura un sujet mais comme toujours dans l'écosystème de Microsoft, il y a des boîtes qui font la même chose, qui se complètent et on dit bah tu vas l'utiliser celui-là dans tel cas, celui-là c'est mieux pour une raison d'usage, de coût, etc. Par contre il y a quelque chose de sympa qui arrive et qui va concerner à peu près toutes les sociétés je pense. C'est pour ça qu'on a beaucoup de demandes en ce moment. Pour moi les deux peuvent coexister, c'est pas comme un Teams ou un Skype où de toute façon Skype allait disparaître. Il allait mourir parce que même si potentiellement ça faisait les deux, tu savais qu'il allait mourir Skype. Alors moi Link marquait très bien. Mes parents respectent, tu connais Link. Ouais, moi j'ai commencé sur Link. Mais donc, je pense que les deux existent. Pour moi, ça va répondre à des besoins. Je pense que l'analogie Azure, le code, pour moi, elle est un peu comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est logique, je trouve. On pourrait même comparer avec Teams, espace de stockage et SharePoint, tu vois. Ou comme Power BI et SSRS, tu vois. Les trucs, tu veux un truc plus pointu, bah ça prend plus de temps, mais ça sera exactement ce que tu veux. Bah, tu veux un truc packagé. Ça va, à la fin de la journée, ça sera vraiment le besoin métier qui sera au cœur. Donc... Je crois qu'on est tous d'accord. Oui, là, globalement, avis totalement partagé. Je pose même pas la question. C'était notre gros sujet du jour. Bon, je vois qu'on s'arrête sur un no-chute. Donc, je me permets de couper. Non, peut-être un petit message après tout ça aux équipes produits de Microsoft. Si vous voulez qu'on ait un vrai débat, il faudrait qu'on soit bêta-testeur. Donc, Copilot. De Copilot. Envoyez message. Likez, partagez, faites des demandes aux équipes produits. Parce que nous, si techniquement on a accès, on pourra vous le montrer potentiellement. On arrêtera de dire des bêtises. C'est ça. Non, en tout cas, voilà, c'est un débat passionnant parce que c'est un peu le sens de cet échange, de cette chaîne, de cette émission. C'est que c'est des débats qu'on a à côté, c'est des débats qu'on a avec nos clients qui nous posent des questions et sur lesquels on a besoin d'être éclairés, de l'aide à les décisions dans nos métiers. D'avoir une réponse. Et du coup, on va suivre ça de près, ça nous intéresse énormément. Ça va énormément dans le bon sens, donc c'est là où on sait qu'on va s'amuser sur tous ces sujets. Mais c'est pas clair, on attend, on en saura plus bientôt. Donc comme toujours, on espère que ça vous a plu, que c'était assez varié dans les contenus, pas trop technique un peu, mais quand même, et pas trop long comme d'habitude. On se laisse toujours aller sur le timing, même si on est rappelé par la régie à l'ordre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Têtes dans le Cloud, de liker, de partager, vous êtes toujours de plus en plus nombreux. On apprécie, on continuera et on vous dit rendez-vous au prochain épisode. À bientôt. À bientôt. Ciao.